avec nous en visuel Dominique Gravel. Dominique Gravel, que je présente comme titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative à l'Université de Sherbrooke. Professeur, comment ça va? Très bien. Vous? Ça va? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Mais pour vous, quand ça va mal, quand l'environnement va mal, ça va vraiment mal, surtout que la biodiversité au Québec semble être orpheline, surtout de la part du gouvernement, parce qu'on dit dans un texte de la presse ou du Journal de Montréal que le gouvernement est tiraillé entre deux choix, entre la protection de l'environnement et la destruction de la biodiversité. Comment ça, professeur? Ben, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il y a déjà maintenant presque 3 ans, si vous vous rappelez, il y avait la conférence des partis de l'ONU à Montréal il y a 3 ans qui a mené à la formulation et l'adoption du nouveau cadre mondial pour la biodiversité, où il y a toute une série de cibles qui ont été proposées, fixées pour 2030, des cibles ambitieuses pour arrêter et renverser la perte de biodiversité. Ce cadre mondial-là, l'événement en soi a eu des impacts importants au Québec où maintenant on parle de biodiversité. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui à en discuter avec vous à votre station. Ça fait maintenant partie de nos conversations courantes, les enjeux de biodiversité. Et puis le gouvernement a adopté un ambitieux plan qui s'appelle le Plan Nature, où on a non seulement des objectifs, mais aussi toute une série de propositions d'action pour atteindre les cibles de ce cadre mondial-là. Alors d'un côté, on a ce magnifique plan-là avec des moyens, ça a même été doté d'une enveloppe budgétaire assez généreuse. Et puis de l'autre côté, on a les faits, la réalisation, puis toute une série de projets qui ont été réalisés dans les dernières années où, de toute évidence, la biodiversité et ses enjeux ont été relégués au deuxième ou au troisième plan. Dans les exemples les plus récents, ben, on a entendu la modification du régime législatif à Ottawa, où on veut accélérer la réalisation de grands projets comme celui du port de conteneurs à Contrecœur, où là, tout d'un coup, ben, les enjeux de biodiversité, les enjeux de conservation deviennent secondaires. Il y a un petit peu plus d'un an, on débattait des enjeux à Stablex dans le coin de Blainville. On parlait du projet Nordvolt. C'est plein de cas où il y a des développements importants qui sont réalisés, où il y a des impacts majeurs sur la biodiversité. Et là, soudainement, ben, l'économie est vraiment la valeur prioritaire. Donc, alors, c'est justement ce que j'allais dire, parce qu'au départ, lorsqu'on a commencé à vulgariser la protection de l'environnement comme credo, c'était ça l'opposition, c'était la question de l'économie, parce que on comprenait que ça nous faisait perdre des emplois, etc., etc. Mais on a commencé à trouver des consensus. On a commencé à présenter au contraire l'image à l'effet que l'économie pourrait être pardon, l'écologie pourrait être créateur d'emplois également. Et si les gouvernements ont tendance à prendre l'autre tangente, c'est peut-être qu'il y a un nouvel acteur qui influe sur notre communauté. Je regarde du côté du sud de l'Amérique, n'est-ce pas? Peut-être que c'est le nouveau gouvernement de Donald Trump qui influe de cette manière-là, non? C'est sûr que la nouvelle administration qui est en place aux États-Unis a accéléré le pas, ou du moins a servi de caution pour changer assez radicalement les positions. Je pense que depuis quelques années, il y avait quand même une mouvance où on était plus en mesure de, de respecter les engagements en matière d'environnement, que ce soit la lutte au changement climatique ou l'arrêt des pertes de biodiversité. On était quand même dans une bonne tendance. Et puis, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de d'autres gouvernements de droite là, qui sont venus au pouvoir un petit peu partout dans le monde, où on a relégué
très loin en arrière là, dans l'ordre des priorités, là, les enjeux environnementaux. Là. Ça a eu des effets majeurs. Puis là, tout d'un coup, ben, on a l'impression que le gouvernement veut être compétitif avec ces autres pays-là. Il n'a pas le choix d'adopter des méthodes, des approches similaires. Là. On le voit encore aujourd'hui dans les nouvelles. On parlait de la construction de pipelines pour le transport d'énergie. On était, il y a quelques années, il y avait aucune question. Là, on ne voulait plus développer ces nouveaux pipelines-là. Et là, tout d'un coup, on commence à reparler, à remettre à l'ordre du jour ces grosses infrastructures-là qui ont des impacts évidents et très clairs sur le climat d'une part et sur la biodiversité d'autre part. Là. Est-ce que, au moment où on se parle, la protection de la biodiversité euh, fait ses preuves au quotidien à l'effet que ça ne nuit pas, c'est pas des conditions sine qua non, là, ça ne nuit pas au développement économique. Ah, ben, j'irais même plus loin que ça. Il y a une quantité incroyable de preuves qui montrent qu'il y a des avantages mutuels à protéger la biodiversité et à l'économie. Il y a toute une économie qui se réalise grâce à des écosystèmes qui sont fonctionnels, productifs. Et puis inversement, on paie aussi les conséquences de nos actes quand on détruit certains éléments de biodiversité. Notamment, on parle de milliards de dollars qui sont dépensés à chaque année pour combattre l'introduction puis les effets négatifs des espèces exotiques et envahissantes. On apprécie beaucoup l'été quand il fait très chaud. Là, on arrive à la fin de l'été. Là, ça s'étire encore un tout petit peu là, mais on apprécie beaucoup l'accès aux plans d'eau, par exemple, l'été. Et ces plans d'eau-là, ben, ils commencent à souffrir parce que il y a soit des espèces exotiques qui sont arrivées ou il y a des problèmes de pollution avec différents fertilisants qui font en sorte que les blooms d'algues, qu'aujourd'hui on ne peut plus profiter de ces plans d'eau-là. Alors notre qualité de vie, elle est clairement impactée par ces changements de biodiversité qui ont lieu. Et inversement, ben, il y a bien de nos ressources qui reposent sur des écosystèmes qui sont sains, qui sont productifs. Il n'y a qu'à penser aux pêcheries, à la foresterie, à l'agriculture. Moi, personnellement, j'ai une érablière, puis mon érablière, je peux seulement l'exploiter si ma forêt d'érable est en santé et fonctionnelle. La journée où il y aura une espèce exotique qui va arriver et qui va se spécialiser sur l'érable à sucre et qui va détruire mes érables, ben, je vais perdre cette magnifique production qui est celle du sirop d'érable. Professeur, disons que tout le monde est sain d'esprit, donc il n'y a personne qui va un jour se coucher et dire qu'on va justement cacher ces évidences-là, à savoir un rapport qui existe entre euh, ces températures qui sont anormalement élevées depuis ces derniers mois, ces dernières années, et l'activité humaine. Il n'y a personne qui cacherait des études comme ça, qui cacherait cette évidence-là. Pourquoi ce n'est pas si évident, ça ne saute pas aux yeux, qui fait en sorte que les choix qu'on fait, qu'on a tendance à vouloir faire, c'est des choix qui vont à l'encontre de la protection de cet environnement-là. C'est une excellente question et j'aimerais ça avoir une réponse à ça. Moi, j'ai de la difficulté en tant que scientifique où mon travail, c'est de se baser sur des données, sur des faits, sur des observations de la réalité pour en tirer des conclusions. J'ai de la difficulté à penser qu'il y a des décisions qui sont prises après ça uniquement sur la base de valeurs où on fait abstraction de cette réalité-là. Et ce qui est inquiétant en ce moment, c'est que on voit l'émergence de ces décisions-là qui sont basées vraiment sur des convictions, des opinions qui sont totalement subjectives, qui n'ont rien à voir avec des faits ou avec la réalité ou avec des recommandations scientifiques, par exemple. Ça, on le voit de façon croissante, au point où on arrive des fois à des décisions qui sont presque caricaturales. Là, on parle beaucoup de fake news, de fausses informations, de propagande depuis quelques années. Bien, il y a des décisions politiques qui se prennent maintenant sur ces fausses informations-là. Alors, c'est très dur pour moi en tant que scientifique de voir ça arriver et j'aimerais ça avoir la solution sur comment arriver,
convaincre les politiciens de prendre des décisions sur la base des recommandations scientifiques. Ultimement, j'ai l'impression que c'est une question de valeur. Et là, on a eu un réalignement très, 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 très rapide dans les dernières années de ces valeurs-là, où l'attachement, l'engagement à la nature et à l'environnement, ben, tout d'un coup, a été mis de côté. Et puis, ce sont d'autres priorités qui motivent les décisions là, et qui parfois mènent à des décisions qui sont totalement irrationnelles. Alors, quelquefois, lorsqu'on arrive à identifier le pourquoi de ces agissements-là, ces actions ou inactions du gouvernement, on dit, ben voilà, c'est pour ça. Hein. Dans tel dossier, par exemple, dans Blainville, c'est peut-être un contrat que le gouvernement ne veut pas perdre, ça fait perdre de l'argent à Québec, etc. On dit Blainville rapidement, c'est ça. Mais la protection des caribous, est-ce que c'est parce qu'on semblait avoir un consensus au Québec? On dit même le gouvernement a atteint et si mal fait qu'il s'est mis tout le monde à dos dans le milieu, y compris ses exploitants forestiers. Alors, Oui. c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, mais pourquoi faire comme ça? Pourquoi prendre les mauvaises décisions, celles qui ne protègent pas l'environnement, si tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un minimum de protection, même les exploitants de la forêt? Ouais, c'est une excellente question et malheureusement, à nouveau, j'ai pas de réponse. Dans bien des cas, je pense qu'il y a euh, une valeur disproportionnée qui est accordée à la construction, au développement de projets de nature économique relativement à celle de l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, les scientifiques maintenant procèdent à des évaluations des services écosystémiques. On parvient à essayer de quantifier la valeur de la biodiversité et la valeur de tous les services qui sont fournis par la biodiversité. À titre d'exemple, la présence de forêts dans une ville, c'est bien connu, la présence d'arbres a un effet rafraîchissant extraordinaire. Ça tient un climat, puis ça a des effets aussi sur la santé. Ça maintient des conditions très bonnes dans le milieu urbain, en particulier l'été. Puis ça, ben, c'est des bénéfices qui sont en interaction avec ceux des changements climatiques. Les îlots de chaleur sont de plus en plus présents et la présence d'arbres parvient à limiter ces impacts-là. Alors ça, on est capable d'évaluer en dollars la contribution de ces arbres-là et de tout autre service, là, par exemple la purification de l'eau, la régulation de l'eau, le rôle de la végétation dans la régulation des événements de précipitation extrêmes qui créent des inondations et ainsi de suite. On est capable de chiffrer la valeur en dollars, la valeur de ces services-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si on parvient à prouver qu'un écosystème a une valeur en dollars qui est supérieure à la valeur d'un projet de développement économique, on va malgré tout prioriser le projet de développement économique, même si la preuve elle est faite hors de tout doute que cette valeur-là, elle est inégale. Et là, ben, ultimement, ben, c'est une question d'opinion, d'agenda politique. On n'est plus du tout dans le factuel et dans le travail rigoureux ici. Là. On est beaucoup plus dans le jugement et dans les valeurs intrinsèques des gens. Là. Alors, euh, en émettant cette opinion-là, euh, je me mettais à penser que peut-être cette entrevue-là que nous sommes en train de faire est l'une des dernières que nous sommes en train de faire parce qu'il semble qu'on est condamné, surtout les personnes en autorité, sont condamnées à prendre les décisions contraires aux intérêts de l'environnement. Et parallèlement, on est convaincu que si on ne fait pas grand-chose, ben, dans quelques années, il ne restera plus, il sera trop tard pour apporter les changements, les corrections nécessaires. Est-ce qu'on est rendu à ce point de non-retour? Mais ça dépend des éléments de biodiversité qu'on regarde. La nature elle a quand même cette particularité d'être très résiliente. Il y a toute une série
propriétés de la biodiversité qui font en sorte que elle va parvenir à récupérer si on change nos pratiques. Alors, c'est pas une, on s'en va pas dans un chemin qui est sans retour. Si dans un futur proche, on parvient à changer nos pratiques, à adopter des pratiques qui sont plus respectueuses de la biodiversité, on va parvenir à réduire les pertes. Ceci dit, il y a des conséquences aux actions qu'on a aujourd'hui qui, elles, sont irrévocables. L'extinction d'une espèce, c'est probablement le cas le plus dramatique. Quand une espèce disparaît, elle disparaît pour toujours. On ne peut pas la ramener. Alors, il y a eu des extinctions qui sont survenues dans un passé lointain, conséquentes de nos actions. Par exemple, les mammouths laineux qu'il y avait dans les territoires froids à travers le monde, ben, ils ont disparu, puis ils ont disparu pour toujours. Et dans un futur proche, ben, si on continue, le caribou en particulier, mais il y a d'autres exemples similaires à cette espèce-là, ça va être fini. Les sous-populations qu'on a aujourd'hui dans Charlevoix, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, en Abitibi, si le caribou des bois s'éteint, ce sont des sous-populations uniques, ça sera terminé. Peut-être qu'il sera possible de réintroduire des individus qui sont similaires à cette sous-espèce-là, mais cette sous-espèce-là très particulière, ça sera fini. Il n'y aura pas possibilité de la faire revenir. Alors, ça dépend quels aspects de biodiversité on parle. Il y a toujours espoir, mais il faut être prudent parce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont sans retour. Et c'est ça peut-être un des problèmes, c'est que au moment où on fait de la vulgarisation, on a l'impression qu'on ne peut pas tout dire. Exemple, les espèces dont on parle là, chaque espèce a sa raison d'être pour le bien-être de la nature. Et le fait de la disparition d'une espèce, ça peut créer des espèces envahissantes et qui sont là pour ronger cette nature, cet espace qui est la nôtre, n'est-ce pas? Alors donc, on est littéralement dans un cul-de-sac, non? Oui, mais là, vous pointez à un élément qui est intéressant. Les, vous disiez que chaque espèce a un rôle ou réalise ce rôle-là dans la nature. Je dirais pas que chaque espèce en soi va avoir des conséquences importantes si elle disparaît, mais il y en a certaines qui ont des conséquences qui sont vraiment majeures et parfois totalement insoupçonnées. Il y a des exemples de chaînes d'interaction qui ont été documentées à travers le monde qui parfois sont absolument fascinantes, là. Il y avait une publication il y a tout juste un an qui avait démontré que l'adoption de nouvelles pratiques vétérinaires en Inde, où culturellement on a l'habitude de laisser les carcasses de bétail au champ lorsque les animaux décèdent, euh, il y avait une interaction culturelle et de changement de biodiversité. Alors, l'histoire est un peu longue, mais en gros, ce bétail-là a été alimenté de médicaments. La prise de ces médicaments-là a eu un effet délétère sur la présence de vautours qui, normalement, allaient consommer ces carcasses-là. Mais là, les vautours se sont éteints, sont disparus de cet endroit-là. Et les carcasses ont commencé à être consommées par des chiens sauvages, des chiens errants, et les populations de chiens errants ont explosé. Et là, éventuellement, ces chiens-là se sont mis à propager des maladies, à infecter des gens par des morsures notamment. Et là, il y a eu une recrudescence de maladies transmises par les animaux et une explosion des cas de mortalité dans cette région-là. Alors, des fois, il y a des conséquences en cascade comme ça qu'on a de la difficulté à anticiper. Et c'est pour ça qu'il y a un principe de précaution qui est tout à fait essentiel à appliquer quand on vient le temps de travailler avec la nature, parce qu'il y a tout plein de surprises qu'on a à chaque fois qu'il y a des changements comme ça qui surviennent. Et malheureusement, si vous présentez un documentaire comme ça, on va dire c'est de la science-fiction, ce n'est pas la réalité, professeur. Juste pour dire que peut-être, je ne sais pas, qu'on est déjà foutu et on ne le sait pas, ou qu'on vivra dans un autre monde un peu plus sauvage, ou je ne sais quoi, mais il va se passer quelque chose.
malheureusement à cause des inconséquences de l'humain, n'est-ce pas, par rapport à cette nature. Je finis par croire ça. Hein. Alors, professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Je souhaite qu'on finisse par retrouver le bon sens, n'est-ce pas? Et qu'on se souvienne que nous sommes des éléments de cette nature et que nous avons le devoir de protéger la nature. Professeur Dominique Gravel, titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative à l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, professeur. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.